Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui a été conçu par Barbara Auré de Nature Plus. Alors, on va commencer par parler de la gestion de la faune dans les concessions forestières et répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser, peut-être en tant que concessionnaire forestier ou responsable faune. Ensuite, nous allons parler très brièvement des obligations légales des exploitants forestiers en matière de faune. Nous allons aborder ensuite la question de la politique de la gestion de la faune au sein d'une société. Et enfin, le plan de protection de la faune ou le plan de gestion de la faune en tant que tel, en quoi ça consiste et comment l'élaborer. Les mesures de gestion de la faune dans le cadre de ce plan de protection faune vont quant à elles faire l'objet d'une autre vidéo de formation. Et enfin, nous allons clôturer cet exposé avec un chapitre sur l'évaluation de la performance de ce plan de protection de la faune. Alors ici, nous allons utiliser les mots plan de protection de la faune ou plan de gestion de la faune de manière pratiquement interchangeable. Il y a effectivement une petite différence qui peut exister dans le sens où ici, dans le contexte des concessions forestières, nous n'allons pas tenter de gérer la faune en tant que telle. Nous ne gérons pas un espace clos dans lequel il y a des populations animales, si ce n'est que nous allons tenter plutôt de protéger cette ressource. Ici, on va plutôt parler de plan de protection de la faune plutôt que de plan de gestion de la faune. Donc, en tant que concessionnaire forestier, vous pouvez peut-être vous poser certaines questions. La première étant déjà pourquoi est-ce que les gestionnaires forestiers doivent s'impliquer dans la gestion de la faune? Quelles sont les espèces animales dont on parle réellement? Et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre justement une gestion de la faune dans ces forêts? Alors, une première chose à savoir, c'est que quand on regarde la carte de l'Afrique centrale, avec ses aires protégées et ses forêts qui sont vraiment dédiées à la production, on voit que ces forêts de production, donc ces concessions forestières, représentent pratiquement 30% du couvert forestier de ces pays d'Afrique centrale. Concession forestière, comme vous le savez, eh bien, c'est une surface forestière qui est ménagée pour une durée assez longue de 25 à 30 ans, dépendant des pays, dont la gestion se porte principalement sur la ressource ligneuse, donc sur le bois. La faune, quant à elle, est mobile, donc elle n'est pas forcément assignée à une surface qui est délimitée. Mais par contre, lors de l'installation d'une entreprise forestière, cela crée une concentration humaine et cela augmente également le niveau d'accessibilité au milieu forestier. Et tout cela, en fait, génère une pression sur la ressource naturelle et notamment sur la faune. Quelles espèces animales sont concernées? Eh bien, on va se focaliser principalement sur les grands mammifères emblématiques, hein, comme les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, mais aussi sur ces espèces qui sont cibles des activités de chasse, notamment le cas du céphalophe rouge, le céphalophe bleu, des petits singes, du porc-épic, etc. Comment est-ce que cette gestion peut-elle être mise en œuvre dans une concession forestière? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons voir ici que nous n'avons pas les mêmes objectifs forcément qu'une aire protégée et la mise en œuvre de la gestion de la faune dans les concessions forestières requiert des mesures qui sont adaptées, bien sûr, aux objectifs et aux moyens qui sont disponibles. Et tout ce dont nous discuterons aujourd'hui et dans le cadre de cette série de vidéos de formation se retrouve dans un guide technique qui a été publié en 2020 par une série d'auteurs de la faculté agronomique de Jean Blou. Cette publication est disponible gratuitement sur le lien que vous voyez ici.
Alors, pour plus de facilité, je vais vous montrer un petit code QR. Vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause afin de flasher le code QR, ce qui vous amènera directement sur le lien où cette publication est téléchargeable. Voilà, j'espère que vous avez pu télécharger ce document qui va être vraiment le document de référence tout au long de cette formation. Alors nous allons commencer par le chapitre sur le cadre réglementaire. Et étant donné qu'il y a évidemment de nombreux pays en Afrique centrale avec chacun leur propre législation, je ne peux pas passer en revue toutes ces réglementations. C'est la raison pour laquelle je vais simplement utiliser comme exemple la législation au Cameroun. Alors ici, si nous prenons l'exemple du Cameroun, il y a certaines obligations pour les exploitants forestiers et qui ont trait directement à la gestion de la faune. Alors au Cameroun, plus particulièrement, la loi portant sur le régime des forêts et de la faune vient d'être révisée et la loi 2024 vient remplacer une loi précédente qui a été valide pendant plus d'une trentaine d'années. En plus de la loi, il y a bien sûr des décrets, des arrêtés, des décisions qui ont trait de près ou de loin à la gestion de la faune dans ces concessions forestières. Alors vous retrouverez ces obligations et leurs références dans un tableau qu'on trouvera au chapitre 2 du guide faune. Alors le tableau se présente toujours de la même manière, avec une première colonne pour la thématique, une deuxième qui spécifie plus particulièrement les obligations à l'adresse des exploitants forestiers, et enfin une troisième colonne qui fait référence à des fiches techniques qui se retrouvent dans le guide faune. Alors, en plus des lois nationales, les pays sont tenus de respecter le contexte réglementaire à l'échelle internationale. Il s'agit ici des différents traités et conventions qui ont été ratifiés par le pays. On peut citer par exemple la convention CITES sur le commerce international des espèces de faune, mais aussi la convention sur la diversité biologique, la convention de Ramsar par exemple sur les ovoïdes, la PV FLEGT, etc. En plus de de ces textes de loi, de ce contexte réglementaire, il y a des mécanismes de certification qui sont volontaires. Donc un système de labellisation qui implique qu'une tierce partie des auditeurs viennent vérifier le respect d'un certain nombre de mesures qui se retrouvent donc dans un standard de certification. Alors il y en a de différents types. Il y a des certificats qui traitent de la légalité, donc du fait que effectivement les réglementations nationales et internationales ont été respectées. C'est notamment le cas de certificats tels que le certificat OLB, Legal Source, ou alors TLTV. Mais il y a aussi des labels de certification volontaires concernant la durabilité de l'aménagement forestier. Là, on va plutôt parler de certificats ou de labels tels que le PAFC ou alors le plus connu, le FSC, le Forest Stewardship Council. Alors nous allons parler maintenant de la politique de gestion ou la politique de protection de la faune qu'une entreprise peut mettre en œuvre. C'est effectivement le point de départ de la mise en œuvre d'un programme de gestion de la faune. Alors cette politique de gestion de faune, c'est finalement l'engagement de la société vis-à-vis des objectifs qu'elle va se créer, par exemple la certification. La politique de gestion de la faune, c'est un engagement de la société défini là où la société veut aller, notamment par exemple en termes de certification. Différent du plan de gestion de faune qui, quant à lui, est le document qui décrit ces objectifs et comment est-ce qu'ils vont être poursuivis. Cette politique de gestion de la faune est bien sûr diffusée en interne, puisque ce sont les intentions, les engagements de la société, mais vont également être diffusés publiquement. Voici un exemple d'une politique de gestion responsable de la faune. Et comme vous pouvez le constater, à travers de cette politique de gestion responsable de la faune, cette entreprise s'engage officiellement sur 5 points concernant la faune dans ses concessions. Et maintenant, nous entrons dans le cœur du sujet avec le plan de gestion de la faune.
plan de gestion qu'on appelle également le plan de protection de la faune, comme au Gabon notamment, et qui en réalité, plan de protection de la faune, c'est vraiment un terme qui est un peu plus approprié que plan de gestion, car effectivement dans le contexte des concessions forestières, nous n'avons pas tenté de gérer la faune, nous n'avons pas tenté de gérer une population animale, mais plutôt simplement de la protéger. Alors sur cette diapositive, vous trouverez une structuration de plans de gestion de la faune, plan de protection de la faune. Alors, on commence évidemment toujours dans une première partie avec le rappel des obligations légales, qui soient nationales, internationales, mais également des obligations en termes de certification, si l'entreprise s'est lancé cet objectif. La deuxième partie du plan de protection faune va concerner, comme dans tous les plans, plans d'aménagement, etc., on va retrouver une présentation générale du massif. Ensuite, on va parler de la façon dont l'entreprise s'organise dans le but justement de pouvoir gérer cette ressource faunique. Ensuite vient la quatrième partie, celle qui concerne la caractérisation de la ressource faunique et de ses menaces. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'elle est nombreuse? Est-ce qu'elle n'est pas nombreuse? Est-ce qu'il y a des challenges, des défis en matière de conservation? Ça, c'est ce qu'on va retrouver justement dans le chapitre numéro 4. Ensuite, on va parler de toutes les mesures qui vont être mises en œuvre en faveur de la protection de cette faune. Et on va terminer le plan de protection de la faune avec un chapitre qui est quand même relativement important, qui est celui de le suivi-évaluation. Voilà, alors on va commencer par la première partie, donc sur le rappel des réglementations. Donc forcément, il va falloir faire la synthèse des obligations nationales et internationales. La synthèse, donc montrer qu'on est au courant des lois qui régissent l'activité d'exploitation forestière et la gestion de la faune. Et dans le cadre de la certification, bien sûr, un rappel des principes, des critères et des indicateurs du standard de certification qui ont trait directement à la faune. Donc pour cela, il sera important de faire une veille réglementaire afin d'être toujours bien à jour concernant ces obligations. Sur la présentation générale du massif forestier, c'est assez similaire, comme je disais, à un plan d'aménagement. Il va falloir parler de la situation géographique, de la végétation, du réseau routier, de la présence de villes, de villages, etc. autour de la concession. Donc en bref, c'est pratiquement un copier-coller de ce qui se trouve déjà dans le plan d'aménagement forestier. Ici, on attaque le cœur du sujet avec la politique de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle s'organise autour de cette thématique de la gestion de la faune? Il va falloir probablement parler de la politique qu'a la société forestière en matière de gestion de faune. Et pour ça, je le rappelle, il y a une fiche technique dans le guide faune au niveau de la page 61 qui peut vous aider justement à créer cette politique. S'il y a eu des versions précédentes du plan de gestion de faune, bien sûr, c'est ici qu'on va également en parler. On va également parler de la façon dont l'entreprise s'organise, notamment au niveau de son personnel, par rapport à ce sujet de la gestion de la faune. Est-ce que l'entreprise a établi des accords de partenariat, des protocoles d'entente, des collaborations avec différents acteurs? Là également, ce sera l'endroit où il faudra le noter. Et évidemment, un des points très importants, c'est finalement toutes les règles qui sont prises au niveau du règlement d'ordre intérieur, donc toutes les règles de la société forestière vis-à-vis de son personnel, mais qui ont trait spécifiquement à la problématique faune. Vient ensuite la quatrième partie de ce plan de protection de la faune, où on va faire toute la revue des informations que nous avons concernant aussi bien la ressource faunique que les menaces. On va parler de revues bibliographiques, donc quelles sont les espèces qui sont supposées être présentes dans cet endroit, les menaces qui pèsent peut-être sur ces espèces. Et on va faire également la liste de toutes les espèces qui ont été relevées durant les inventaires d'aménagement ou les inventaires fauniques. Concernant la menace, on va parler des implantations humaines dans la concession, on va
essayer d'amener des informations sur la cartographie des finages villageois. Et évidemment, s'il y a eu des études de suivi de la consommation de la viande de brousse ou de suivi des contrôles aux barrières, eh bien c'est effectivement dans cette 4e partie du plan de gestion faune que nous allons noter les grandes conclusions de ces études. Une 5e partie dans le plan de protection de la faune concerne effectivement maintenant les mesures que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre. C'est donc l'ensemble des mesures et des actions qu'elle va mettre en œuvre, qu'elle va réaliser afin de protéger la faune. Évidemment, toutes ces mesures doivent être documentées, illustrées avec des cartes, avec des photos, et il faut qu'il y ait une synthèse de base des rapports de suivi s'il y en a. Alors pour vous aider dans cette partie, il y a tout un tableau, le tableau 18 à la page 242, qui synthétise toutes les mesures qui peuvent être prises en faveur de la faune dans les concessions forestières. Enfin, il y a la partie suivi-évaluation du plan de gestion de la faune, qui est la dernière partie. C'est une partie qui est importante parce que la démarche de suivi-évaluation permet d'évaluer non seulement la mise en œuvre concrète des différentes actions, mais également la performance de ces différentes mesures. Elle est vraiment à la base de la gestion adaptative, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir réviser, de modifier l'ensemble des mesures qui vont être mises en œuvre pour réellement atteindre les objectifs stratégiques que s'est donné l'entreprise. Voilà, à ce stade de l'exposé, on devrait normalement parler de toutes les mesures de gestion de la faune que nous pourrions, de protection de la faune que nous pourrions mettre en œuvre dans une concession forestière. Mais afin de ne pas trop alourdir justement cette vidéo, j'ai préféré en faire une vidéo complètement à part. Je vais donc clôturer l'exposé en parlant de gestion adaptative et donc de cette partie de suivi-évaluation du plan de protection de la faune. Donc le suivi-évaluation est ici très important car c'est une démarche qui est essentielle car elle permet d'évaluer non seulement la mise en œuvre des différentes mesures en faveur de la faune, mais également de leur efficacité, de leur performance. Donc ici, l'idée est que pour pouvoir évaluer justement cette mise en œuvre, il va falloir identifier des indicateurs qui soient spécifiques. Et ça va nous permettre à terme de pouvoir mettre en place des actions correctives si les indicateurs sont non satisfaisants. Cela implique d'acquérir, de collecter, de relever régulièrement différentes données, qu'elles concernent des populations animales, mais aussi les activités illégales, etc. Alors le suivi-évaluation du plan de gestion de faune, c'est une démarche qui doit se faire au quotidien. Au quotidien parce que effectivement, il va y avoir plusieurs rapports de suivi-évaluation à différentes fréquences. Et ces rapports de suivi-évaluation vont faire l'état d'indicateurs de suivi, que ces indicateurs soient pour le suivi opérationnel ou pour le suivi stratégique. Je vais revenir tout de suite sur cette importante notion. Alors la logique générale, comme vous allez le voir sur le schéma qui est ici à ma gauche, bien c'est que premièrement on obtient donc une série d'informations sur l'état général des populations animales et de leurs menaces. Et suite à ces informations, eh bien nous allons établir des objectifs qui sont stratégiques. Alors ces objectifs stratégiques, c'est finalement nos intentions par rapport à ces populations. Donc ça, ces objectifs vont se maintenir un petit peu dans le temps, vont rester stables au cours d'un cycle qui est quinquennal. En effet, il faut pouvoir attendre de voir l'effet que peuvent avoir les mesures de gestion sur justement ces objectifs. Ils ne vont donc être révisés que tous les 5 ans. Par contre, sur une base annuelle, eh bien, on va avoir un suivi qui est plus opérationnel. Au quotidien, bien sûr, on va mettre en œuvre les différentes mesures, les différentes opérations, les actions de la stratégie, et on va faire le suivi de la mise en œuvre de ces actions-là. Et ce suivi va se faire généralement sur une base annuelle ou infra-annuelle. Et c'est seulement au terme des 5 ans que nous allons pouvoir faire une évaluation de la stratégie en elle-même. On va regarder ce qu'il en a été des indicateurs de suivi opérationnel qui concernent la mise en œuvre et les suivis stratégiques
qui concerne la performance. Et sur cette base-là, on va pouvoir analyser les résultats et faire des recommandations en vue d'une révision du plan de gestion. Alors j'ai parlé de suivi opérationnel et suivi stratégique, je rentre dans un petit peu plus de détails ici. Le suivi opérationnel, c'est, comme je le disais, la mise en œuvre concrète de la mesure. Donc c'est le suivi de la mise en œuvre. Est-ce qu'on a réellement réalisé l'action qu'on avait prévu de mettre en place? Donc, par ailleurs, il y a également le suivi stratégique. Là, on parlait plus du suivi de l'efficacité, de la performance des mesures afin d'atteindre nos objectifs. Alors, pour vous aider à identifier des indicateurs de suivi stratégique, vous allez retrouver un tableau de bord à la page 250 du guide Faune. Alors, il peut parfois être complexe de définir ou d'interpréter un indicateur. Pensez par exemple aux indicateurs de pression de chasse ou des indices de chasse, on va dire. Si ils diminuent dans le temps, est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de pression de chasse ou finalement que les patrouilles ont moins bien été effectuées? Au final, ce qui est important, c'est de savoir que l'ensemble des mesures prévues dans le plan de protection de la faune a permis effectivement à ce que les populations animales soient stables ou en augmentation. Et ça, ce sont effectivement les indicateurs stratégiques qui proviennent des résultats des inventaires faune qui le permettent. Alors concrètement, à quoi cela ressemble? On va prendre ici un exemple. Imaginons que vous vous fixiez un objectif stratégique qui soit de limiter les activités illégales dans la concession. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en œuvre une série d'opérations, d'actions, qui vont être reprises d'ailleurs dans le plan de gestion de faune, et qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Ces mesures opérationnelles, eh bien, ce serait par exemple la mise en place de patrouilles de surveillance. Maintenant, une année passe et vous vous posez la question de est-ce que ces mesures que j'ai prévu de mettre en place, est-ce qu'elles ont été correctement réalisées? Et ça, vous pouvez le savoir au travers d'indicateurs de suivi opérationnel. Votre suivi opérationnel, effectivement, se ferait au travers, par exemple, du relevé du nombre de patrouilles organisées et une comparaison par rapport à ce qui avait été prévu. Vous pourriez aussi, par exemple, regarder le nombre d'hommes-jours en patrouille par rapport à ce qui était prévu. Si à ce stade, vous voyez que les indicateurs sont au rouge, c'est-à-dire que on n'a pas effectué autant d'actions que ce qui a été prévu, eh bien, on ne peut pas passer à l'étape suivante, on ne peut pas passer à l'étape du suivi stratégique. Si par contre la réponse à ces questions est que oui, tout est au vert, on a effectivement réalisé nos patrouilles comme prévu, il faut se poser maintenant la question, est-ce que ces mesures ont été efficaces pour limiter les activités illégales dans la concession? Et ça, on va le faire au travers du suivi stratégique, et notamment des indicateurs, des ISS, du style nombre d'interpellations par patrouille. Si on voit que ces indicateurs stratégiques sont pas encore bons ou pas encore satisfaisants, eh bien on peut se dire qu'en fait les mesures opérationnelles qu'on a appliquées, elles ne sont pas adaptées ou pas suffisantes pour pouvoir atteindre l'objectif stratégique. Il va falloir revenir du coup au début, remettre en place des nouvelles mesures opérationnelles et recommencer tout le cycle. Par contre, si effectivement les indicateurs de suivi stratégique nous montrent qu'on est dans une zone verte, donc que les indicateurs sont satisfaisants, eh bien on peut se dire que les mesures opérationnelles appliquées ont été efficaces pour atteindre l'objectif. Alors je suis tout à fait conscient que cela peut paraître insurmontable de devoir mettre en place toutes ces actions et toutes ces mesures en faveur de la faune, surtout quand on est au tout début du processus de gestion de la faune. Le maître mot ici, c'est de pouvoir prioriser. Et pour vous aider à faire cela, eh bien, le tableau numéro 18 dans le guide faune, que vous retrouvez ici, à la page 240, eh bien, comporte un code couleur avec les différentes mesures qui peuvent être mises en place. C'est ainsi que vous allez pouvoir prioriser d'abord les mesures qui sont soulignées en orange. Celles-ci, ce sont des mesures qu'il faut réellement, obligatoirement mettre en place dès le début
Mais il y a aussi des mesures qui sont colorées en jaune. Ça, ce sont des mesures qui ont un niveau de priorité secondaire. Et enfin, il y a des mesures qui sont colorées en bleu. Celles-ci sont vraiment de niveau de priorité tertiaire. L'important ici est qu'au travers de cette priorisation, eh bien, nous puissions être dans une constante évolution et nous améliorer à chaque étape du processus. Ceci termine donc notre exposé sur le plan de protection de la faune. J'espère que cela vous aidera à mettre en place votre propre plan de gestion faune dans votre concession. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Ciao!